Bonjour, je suis Karine Hubert, directrice de recherche à INRAE au sein de l'UMR Astre, et mes travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre large de l'entomologie médicale et vétérinaire, et ils ont pour objectif de comprendre comment se distribuent et se structurent les espèces vectrices, avec un déterminant qui est la dispersion. Aujourd'hui, je vais vous parler de Yaloma marginatum, la tique vectrice de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et de l'invasion de nouveaux territoires, avec un focus sur son installation dans le sud de la France. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est provoquée par un aérovirus de la famille des Bounia-Viridae. Chez l'homme, les cas cliniques sont rares mais graves, avec une létalité élevée. Elle est principalement transmise par des tiques du genre Yaloma. On peut voir en bas à gauche que les tiques s'infectent principalement à partir de petits mammifères réservoirs, sur lesquels se nourrissent les tiques au stade immature. Une fois infectée, la tique conserve le virus à tous les stades de son développement et à maturité, elle peut retransmettre l'infection aux vertébrés par morsure. Il existe également une transmission transovarienne et par voie sexuelle chez certaines espèces de tiques, ce qui contribue très vraisemblablement au maintien de la circulation du virus dans la nature. La plupart des cas humains sont observés en milieu rural et agricole, en majorité chez ceux qui travaillent au contact des animaux, comme les exploitants agricoles, les employés des abattoirs ou encore les vétérinaires. L'infection de l'homme se fait donc soit par morsure de tique, soit par contact direct avec du sang ou d'autres tissus contaminés. Comme on peut voir sur la carte, cette maladie est endémique dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. En Europe, elle est présente dans la plupart des pays autour de la mer Noire et dans les Balkans. En France, cependant, aucun cas humain de fièvre hémorragique de Crimée-Congo n'a encore été observé. En revanche, une douzaine de cas humains autochtones ont été rapportés en Espagne depuis 2016. Au sein du genre Yaloma, on compte 27 espèces taxonomiquement valides. Elles sont présentes sur tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Nord et de l'Océanie. Ce sont des tiques qui ont des préférences pour des formations végétales ouvertes et des climats chauds et secs. Elles sont vectrices de virus, parmi lesquels on peut citer donc le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le virus d'Ougbe, West Nile, l'encéphalite équine vénézuélienne, la peste équine, la fièvre de Chiasanur. Elles sont également vectrices de bactéries des genres Rickettsia, Anaplasma et Coxiella, et chez les bovins, équins et petits ruminants, de parasites de genre Telleria et Babesia. En outre, chez l'animal, elles sont responsables de spoliations sanguines et de blessures qui peuvent se surinfecter. Un des principaux vecteurs du virus CCHF est la tique Yaloma marginatum. C'est une tique dure de grande taille. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 8 mm à jeun et les femelles gorgées atteindre 2 cm. C'est une tique qui a des pattes annelées de blanc, d'où son nom de tique à pattes rayées. Contrairement à la majorité des tiques dures, elle a un cycle dit dixène, c'est-à-dire qu'elle réalise sur 2 hôtes. Les larves se nourrissent sur de petits vertébrés, des lapins, des lièvres, des hérissons, des oiseaux, puis se métamorphosent en nymphes et se refixent immédiatement sur le même hôte. Les nymphes gorgées se détachent de leur hôte, puis se métamorphosent au sol en adultes. Les adultes parasitent les grands vertébrés, des chevaux, des bovins, des ovins, des caprins, des sangliers, des chevreuils. Ce sont des tiques de climat méditerranéen, de pâture, de steppe et de savane arbustive méditerranéenne. On dit aussi que c'est une tique chasseuse, c'est-à-dire qu'elle se déplace activement vers son hôte, qu'elle repère par les vibrations du sol et par sa respiration. Cette tique est endémique dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, allant du sud de l'Europe, du Maghreb, jusqu'à l'est du bassin méditerranéen, en Turquie et dans les Balkans. Son aire de répartition est en train de s'étendre progressivement vers le nord, vers l'ouest et le centre de l'Europe, sous l'effet du changement climatique, des mouvements d'animaux et aussi des déplacements internationaux. En France, sa présence est décrite en Corse depuis les années 40, mais cette espèce était considérée absente des régions du sud de l'Hexagone jusqu'en 2015. Depuis cette date, Yaloma marginatum s'est établie sur le littoral méditerranéen français.
Elle est maintenant installée tout le long de l'arc méditerranéen et sa présence est dite spatialement agrégée, comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est-à-dire qu'on observe des zones de présence séparées par des zones où elle est absente. On observe également une remontée de cette tique le long de la vallée du Rhône. Il semble donc que nous sommes en train d'assister à une invasion biologique de cette espèce en France. Une invasion biologique peut se dérouler selon 3 grands scénarios qui s'avèrent non exclusifs et qui peuvent se combiner, c'est-à-dire un changement des régimes de migration des espèces invasives, des changements environnementaux accroissant le nombre d'habitats favorables et ou une évolution post-colonisation résultant en une meilleure adaptation des espèces aux conditions environnementales de territoires nouvellement colonisés. Cette espèce présente un certain nombre de caractéristiques qui lui permettent de coloniser de nouveaux territoires. Comme pour toutes les tiques, sa dispersion dépend des mouvements de ses hôtes, et comme on l'a vu, c'est une tique dixaine, ce qui lui permet de rester fixée au stade immature plus longtemps sur son hôte. Les résultats de capture d'oiseaux migrateurs infestés par Yaloma marginatum permettent déjà de proposer des hypothèses sur le transport des stades juvéniles depuis leurs aires d'origine. C'est une tique qui présente des préférences pour des températures élevées, des précipitations et une humidité relative faible, mais qui peut résister à de faibles températures. Enfin, le génome de cette espèce est de grande taille et est constitué à 70% de séquences répétées, ce qui augmente la probabilité d'apparition de nouvelles mutations et peut aboutir à une meilleure adaptation aux habitats nouvellement colonisés. Une étude a donc été menée, combinant des approches de phylogéographie et de génétique des populations, afin d'émettre des hypothèses sur l'origine des populations présentes en France et de comprendre les facteurs favorisant l'expansion géographique de cette espèce. Elle a été menée sur un échantillonnage de plus de 400 individus collectés en France, en Corse et dans différents pays du pourtour méditerranéen. Ces individus ont été génotypés à l'aide de marqueurs mitochondriaux et de SNP, et je vais maintenant vous présenter les premiers résultats obtenus à l'aide des marqueurs mitochondriaux. Des analyses de clusterisation bayésienne nous a permis d'assigner les individus à 3 groupes différents qui regroupent les 3 zones de distribution que l'on a pu voir le long du littoral méditerranéen français. Donc le premier groupe est composé majoritairement d'individus venant de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de Corse. Le second groupe est composé en grande majorité d'individus du Var. Et enfin, le troisième groupe recoupe des séquences dont la composition est plus variée, même si les populations du Gard et de l'Hérault sont les plus représentées. D'un point de vue international, les individus de Turquie et d'Israël appartiennent aussi à ce dernier cluster, alors que les individus collectés en Italie et en Tunisie appartiennent majoritairement au groupe 1. Les indices de diversité génétique montrent des valeurs variables, généralement plus faibles pour le Gard et l'Hérault et bien plus élevées pour la Corse et les Pyrénées-Orientales. On n'observe pas d'évolution de la diversité génétique entre années. Et au sein du cluster qui regroupe la plupart des populations du Gard, de l'Hérault et de celles d'Ardèche et de la Drôme, les tests de neutralité s'avèrent significatifs, ce qui peut signer des phénomènes d'expansion démographique. Concernant les paramètres de distance génétique, les populations les plus proches génétiquement sont celles de Corse et de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. La population la plus différenciée étant celle du Var, bien que le Var soit le département géographiquement le plus proche de la Corse. Un test d'isolement par la distance révèle une corrélation positive significative entre la distance géographique et la différenciation génétique, à la fois pour l'ensemble des échantillons et au sein du groupement Hérault, Gard, Ardèche, Drôme. Ceci signifie que plus les sites sont éloignés géographiquement, plus les populations sont différenciées. Bien que la tendance paraisse faible, ceci semble cependant indiquer des événements de dispersion de proche en proche. En conclusion à ces premiers résultats, ceux-ci sont cohérents avec un scénario impliquant plusieurs épisodes d'invasion différents, dont certains qui ont pu être antérieurs à ce qui a été décrit. En effet, des publications datant des années 50 décrivaient Yaloma marginatum dans le massif de l'Estérel, donc dans le Var,
Mais à l'époque, la communauté scientifique considérait qu'il s'agissait de descriptions d'introduction ponctuelle de tiques, notamment par des oiseaux migrateurs, sans que les populations n'aient réussi à s'installer. Nos résultats indiquent également que la dispersion de cette espèce se fait à la fois par des événements de dispersion de proche en proche, mais également par des événements de dispersion plus rares sur de longues distances, soit par les oiseaux, soit par le transport de mammifères en lien avec les activités humaines. L'invasion en cours de Yaloma marginatum questionne sur ses capacités à exploiter son nouvel environnement. Une première hypothèse est que les conditions environnementales du milieu méditerranéen français deviennent de plus en plus favorables pour son installation. Alternativement, il est également possible que des processus évolutifs permettent l'adaptation de cette tique à un nouveau milieu. Afin d'explorer la première hypothèse, il est prévu d'identifier les conditions environnementales, c'est-à-dire de végétation, les conditions climatiques, de survie et de développement de ces tiques. Pour cela, 2 sites ont été sélectionnés pour effectuer des essais en cage. Donc un site où la tique est installée favorable à son développement dans le Gard, et un dans une zone où la tique n'est pas installée, à proximité de Toulouse. Sur chaque site, les cages sont placées dans des environnements différents qui vont permettre la comparaison entre un milieu ouvert de prairies et un milieu boisé. Des cohortes de femelles et de nymphes élevées en conditions contrôlées dans notre insectarium y sont posées chaque mois et leur développement y est suivi. Ces expérimentations nous ont permis de vérifier que les adultes subissaient ce qu'on appelle une diapause comportementale. En effet, en hiver, lorsque la période est défavorable aux œufs et aux larves, les adultes ne se fixent pas sur leurs hôtes et ne redeviennent actifs qu'au printemps suivant, c'est-à-dire au mois de mars. À l'inverse, les nymphes de Yaloma marginatum qui n'ont pas pu se métamorphoser avant la fin de l'été ne survivent pas à l'hiver. Et les conditions à cette période, donc de froid, de gel, de pluie, ne permettent pas la mise en place de ce qu'on peut appeler un mécanisme de type diapause de développement qui leur permettrait de passer la saison froide. Cette nécessité pour les nymphes de se transformer en adultes à jeun avant que les conditions climatiques ne deviennent défavorables conditionne probablement, au moins en partie, l'aire de distribution de cette tique. Ces expérimentations permettent aussi de mettre en évidence l'influence de l'environnement. On observe un décalage d'1 mois environ dans la réalisation du cycle entre milieu ouvert et milieu boisé. Des modèles de relation dose-réponse ont mis en évidence la dépendance pour la réalisation du cycle au nombre de degrés jour, c'est-à-dire du nombre de jours où la température dépasse une valeur seuil. D'autres paramètres entrent probablement en jeu, comme l'humidité et l'effet de la prédation. La recherche de pathogènes dans les tiques par analyse sur puces fluidigmes a permis également de mettre en évidence des téléria et des anaplasmas, mais aussi des endosymbiontes portés par les tiques, comme des Francisella endosymbiotiques ou des Rickettsia eschlemani endosymbiotiques. Concernant cette dernière, on a également pu caractériser des variations spatiales avec des différences de prévalence de charge selon les 2 groupes de départements considérés, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Afin de détecter une potentielle circulation du virus CCHF, des analyses sérologiques sur bovins ont été réalisées en 2019 et 2020. Grâce à ces analyses, nous avons pu mettre en évidence la présence d'anticorps anti-CCHF dans la quasi-totalité des départements échantillonnés. Au total, 177 bovins étaient porteurs d'anticorps sur plus de 8500 animaux testés. Et en 2023, la détection du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans les tiques Yaloma marginatum collectées sur bovins dans les Pyrénées-Orientales a été confirmée. Malgré ces détections récentes du virus en France, on a pour le moment une circulation du virus à bas bruit. Une des hypothèses qui pourrait expliquer cela est un effet dilution. Si le vecteur Yaloma marginatum, qui est plutôt ubiquiste, a à sa disposition une grande diversité d'hôtes, certains étant de bons amplificateurs pour le virus et d'autres qui ne le sont pas, sa probabilité de se gorger sur un hôte bon amplificateur est plutôt faible, car il peut infester également des hôtes mauvais amplificateurs.
On s'attend donc dans ce scénario à avoir une faible prévalence d'infection dans la population de tiques. En France, les stades immatures ont principalement à leur disposition des lagomorphes et des oiseaux. Or, les populations de lapins, de lièvres ne sont pas assez conséquentes dans de nombreuses régions françaises où Yaloma marginatum est endémique, contrairement à ce que l'on pourrait observer en Espagne. Les tiques immatures qui se gorgeraient ainsi par conséquence préférentiellement sur les oiseaux, c'est-à-dire des hôtes réfractaires au virus. De ce fait, la probabilité qu'une tique s'infecte à la stase immature et donne un adulte à jeun infecté est supposée faible. De la même manière, parmi les hôtes à disposition, dans la faune domestique, les adultes de Yaloma marginatum se gorgent a priori préférentiellement sur chevaux, qui ne font pas des virémies suffisantes pour réinfecter de nouvelles tiques. De ce fait, la probabilité qu'une tique s'infecte à la stase adulte et donne par transmission transovarienne ou co-feeding d'autres tiques infectées est elle aussi supposée faible. On peut aussi s'interroger sur le rôle d'autres espèces de Yaloma dans la transmission de pathogènes en France. En effet, lorsque nous avons analysé notre échantillonnage en barcoding moléculaire pour confirmer l'identification morphologique de nos échantillons, nous avons constaté qu'ils contenaient également quelques individus appartenant à d'autres espèces, et notamment des individus Yaloma scupense et Yaloma lusitanicum. Yaloma scupense a été identifié en Corse depuis 2014 et plus récemment, plusieurs populations sont considérées comme installées sur le continent, dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. On dispose de peu de données sur sa bioécologie, puisque ce qui a été décrit en Corse ne correspond pas aux données décrites dans la littérature. C'est une tique qui est principalement vectrice de Theileria annulata, agent de la thélériose bovine, et de Theileria equi, agent de la pyroplasmose chez le cheval. Cette tique pourrait également constituer un vecteur potentiel du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Concernant Yaloma lusitanicum, cette espèce a été rapportée de manière sporadique depuis plusieurs années, mais depuis 2022, plusieurs populations sont maintenant considérées comme installées dans les Bouches-du-Rhône autour de l'étang de Berre. Cette tique pourrait supporter un climat un peu moins chaud que Yaloma marginatum et pourrait s'installer dans des zones où les températures sont un peu moins élevées. Cependant, elle est très dépendante de la présence de l'hôte préférentiel des stades immatures, le lapin de Garenne. Les adultes se fixent a priori, elles, sur de grands ongulés de la faune sauvage. Et en Espagne, où Yaloma lusitanicum est quasiment exclusivement trouvé sur cerfs et lafs. Une hypothèse quant à son introduction sur le territoire français est l'introduction de lapins ibériques et de lapins de Garenne en provenance d'Espagne, suite au déclin des populations locales de lapins, notamment en lien avec la myxomatose. Cette espèce est considérée en Espagne comme le principal vecteur du virus et la découverte de populations de Yaloma lusitanicum en France permet aux experts d'envisager fortement l'hypothèse de son implication dans la circulation du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. En conclusion, nous pouvons dire que nous sommes face à des systèmes complexes, l'aire de répartition des tiques étant sous la dépendance de facteurs environnementaux, comme le climat ou la végétation, de la disponibilité en hôtes et de leur mouvement, mais également de facteurs anthropiques. Ceci va donc conditionner la diffusion de potentiels agents pathogènes et donc des maladies transmises par les tiques. On a vu qu'on avait la présence effective de 3 espèces du genre Yaloma en France continentale et en Corse, dont Yaloma marginatum, vecteur avéré du virus. Ceci, combiné à la probabilité d'expansion des populations de ces espèces, donc en lien avec le changement climatique, ainsi que de leur densité en fonction de l'évolution des densités d'hôtes et de modification de leur période d'activité, montre qu'une transmission vectorielle du virus par les tiques du genre Yaloma à l'homme est possible sur le territoire français. Il apparaît donc nécessaire d'étendre aux tiques du genre Yaloma les campagnes générales d'information et de sensibilisation des citoyens et des professionnels de santé aux problématiques sanitaires en lien avec les tiques, ainsi que de poursuivre une surveillance organisée à l'échelle nationale en priorisant les zones géographiques identifiées comme les plus à risque.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet holistique financé par les défis clés Occitanie RIVOC, c'est-à-dire risque infectieux et vecteurs Occitanie. J'aimerais remercier tous mes collègues qui ont participé à ce travail, donc mes collègues des UMR Astre et de l'URCEFS, mais aussi les partenaires nous ayant fourni des échantillons nécessaires à cette étude. Et j'aimerais remercier plus particulièrement Carla Giupponi, qui a réalisé au cours de sa thèse le travail de génétique des populations et sur l'adaptation de la tique que je vous ai présenté ici. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle dans un premier temps. Je ne vois pas de questions sur les tics dans le chat. Donc Karine, peut-être tu peux prendre des questions de la salle, s'il y en a. Oui, il y en a. Manuela Onambele, je suis biologiste. Moi, j'aimerais savoir pourquoi dans le sud de la France, on a des zones colonisées par cette tique, séparées de zones non colonisées, alors qu'on est quand même dans une même aire géographique. Vous m'entendez? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Tout d'abord, l'arc méditerranéen français, pas complètement homogène au niveau climatique. Par exemple, il y a une zone d'absence au niveau du delta du Rhône, qui est la Camargue, qui sont des zones très humides et marécageuses et qui ne sont pas du tout favorables à cette tique, qui est plutôt une tique de garrigue, de végétation assez sèche. Et puis on peut aussi se dire que peut-être on est en présence donc d'un phénomène d'installation, avec peut-être donc plusieurs phénomènes de colonisation différents, et que pour l'instant, ces tiques n'ont pas non plus encore gagné toutes leurs aires qui leur sont favorables. Elles ne les ont peut-être pas encore entièrement colonisées, et il est possible qu'au cours des prochaines années, on voit encore cette aire de distribution s'étendre. Merci Karine. Il y a une question dans le chat de Monsieur Stéphane Marot, qui te félicite d'abord. Concernant l'identification de ces CHF dans Yaloma marginatum, quelle est la prévalence, la proportion de tiques infectés? Alors pour l'instant, c'est pas un très grand nombre de tiques, hein, mais c'est très localisé. Je ne peux pas communiquer les résultats, mais c'est vraiment très localisé à un ou deux élevages dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, c'est des travaux qui vont être menés à l'avenir pour essayer d'avoir une meilleure idée de la prévalence justement de ces CHF dans ces tiques. Et donc, c'est exclusivement aussi dans des élevages bovins. Donc, comme on l'a vu, qui sont plutôt des meilleurs amplificateurs du virus que les chevaux. Merci. Je vais poser une question. Donc, on parle de pathogénicité. Alors, chez l'homme, c'est une fièvre hémorragique très sérieuse. Est-ce que chez les bovins précisément, ou chez les cervidés, ou chez d'autres vertébrés, ces CHF est pathogène? Alors, il n'y a quasiment pas de signes cliniques chez les bovins. Peut-être un petit affaiblissement, mais c'est pas, il n'y a rien de caractéristique, c'est pas comme chez l'homme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? François Simon, j'aurais voulu savoir si uniquement c'était les larves qui pouvaient être infectées par le virus ou si les adultes également pouvaient s'infecter. Les adultes peuvent s'infecter, retransmettre à leur descendance. Voire retransmettre, s'ils ont été infectés au stade nymphal, ou deux adultes ou deux larves ou deux nymphes peuvent transmettre aussi par co-feeding, c'est-à-dire sans que l'animal ne fasse une virémie. Avant la table ronde, moi je voudrais faire un commentaire parce que lorsque je dirigeais l'Institut Pasteur à Dakar, j'ai dû
j'ai été mobilisé pour une grosse épidémie à Nouakchott, donc en Mauritanie, de Crimée-Congo. Et pour un petit peu quand même rassurer l'audience sur le webinaire, c'était une mortalité vraiment effroyable, parce que c'était une fièvre extrêmement dangereuse. Pourriez-vous rapprocher le micro, s'il vous plaît? Oui, Vous vous m'entendez mieux là? Donc, oui. je disais donc, que j'avais eu à manager un problème d'épidémie Crimée-Congo à Nouakchott en Mauritanie, avec une très forte mortalité, mais cette mortalité elle était liée à un problème d'hospitalisme, c'est-à-dire que c'était une infection entre les patients par un manque d'hygiène. Et donc, c'est pour la situation en Europe, je pense, est quand même assez différente. On imagine mal une diffusion épidémique avec des conséquences telles qu'on pourrait le craindre. Enfin, je ne sais pas si je suis trop rassurant, mais bon, si je peux avoir votre commentaire. Bon, déjà, c'est quand même une tique de grande taille. Donc, en général, quand une personne se fait piquer, elle le voit. Donc, si les personnes sont sensibilisées, voilà, déjà, on peut avoir faire de la prévention dans ce sens-là. Et puis, je crois que la létalité décrite est de l'ordre de 5%. Parce que souvent, je pense qu'il y a dans les épidémies un... Vous pouvez rapprocher du micro, ouais, voilà. Il y a certainement beaucoup de cas asymptomatiques qui ne sont pas détectés en l'absence de tests de diagnostic. Non, enfin justement... en cas d'épidémie, et quand on ne sait pas qu'il y a de la CCHF, il n'y a que les cas les plus mortels, enfin, voilà, et qui ont les symptômes cliniques qui émergent, alors que certainement, on a tout un tas de personnes qui ont des symptômes de type grippaux ou voire asymptomatiques qui ne sont pas détectés. Après, en Turquie, je crois qu'on a à peu près, là, il y a quelques années, c'était dans les 1000 cas par an, à peu près, mais pas avec 5% de mortalité. Si je peux me permettre de commenter Didier Fontenille, je serais moins optimiste. CCHF, on a vu effectivement dans différents pays, tu as cité la Turquie, mais c'est la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, donc Crimée. Et puis en Europe et en France en particulier, on a quand même des maladies attiques qui sont très impactantes. Les encéphalitatiques augmentent. En Europe, c'est important, mais en France, ça augmente. La maladie de Lyme, bon, vous en avez tous entendu parler. Donc, il ne faut pas être catastrophique, mais je pense qu'on ne peut pas mettre sous le tapis le fait que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo s'implante plus en France qu'elle ne l'est actuellement, et qu'ensuite il y a une transmission soit par les tiques, soit, comme ça a été dit, de manière directe d'homme à homme, soit nosocomiale, soit transmission directe d'homme à homme. Donc je serais moins optimiste peut-être. Je pense que c'est un problème émergent vraiment à surveiller. Bon, je pense que ce qui a été dit, c'est pas qu'il n'y ait pas de transmission, mais que les structures hospitalières qu'on peut avoir en France sont peut-être plus à même de prendre en charge la maladie. Si je peux intervenir, Stéphane Joret-Guibéry, infectiologue Bicêtre. Alors en fait, on a déjà eu l'expérience, un premier cas de CCHF importé en France en 2005. Le diagnostic avait été porté secondairement, et en fait, ça a mis en évidence, il y a plusieurs rapports SPF, etc., parus dans le BEH, puis des publications internationales, mais ça a mis en évidence le fait que finalement nos mesures d'hygiène hospitalière sont quand même très rassurantes, et il n'y a pas eu de cas secondaire en fait, de transmission de cette patiente revenue d'ailleurs du Sénégal, et qui était encore probablement un peu contagieuse. Clairement, les épidémies en Mauritanie, c'était lié à des carences hospitalières avec des transmissions de personne à personne. Je pense qu'il y a un peu deux sujets. Il y a la transmission de personne à personne, et ça, voilà, typiquement, le CCHF fait partie de ces cas de fièvre hémorragique dites nosocomiales. Mais là, je serais plutôt, pour le coup, plutôt rassuré et rassurant en France. Je ne pense pas qu'on risque
transmettre la maladie à l'hôpital, même si on fait le diagnostic un peu tardivement. Par contre, clairement, oui, là vous l'avez bien montré, les tiques peuvent être porteuses et on a beaucoup de personnes qui font des balades en forêt, des marches et qui se contaminent en fait. Hein. Donc potentiellement, je suis d'accord avec M. Fontenay, sur le CCHF, peut-être que voilà, on a un nouveau pathogène qui va possiblement arriver et peut-être qu'il va falloir commencer à l'apprendre à la faculté de médecine aussi. Voilà. Après, si on a un mot pour les traitements, bon, on pourra en parler peut-être après, mais voilà. On a une question dans le chat. Jean-Michel Mansuy. Est-ce qu'il y a eu des études de séroprévalence chez l'homme qui ont été faites dans le sud de la France où on a des sérologies positives chez les animaux où les tiques présentes ou voire le CCHF trouvé? Non, pas à ma connaissance. Bon, je propose, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il n'y en a pas d'autres, je propose que une petite question. entame la table ronde. Didier, une petite question. Oui, il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y a une question. Justement, donc François Simon, pour les surveillances qui ont été effectuées pour l'instant, elles sont purement indirectes, purement anticorps. Rien, vous n'avez pas fait de PCR, il n'y a pas eu de... Ben si, enfin la détection chez les tiques c'est faite par PCR. Mais voilà, chez les tiques et les sérologies chez l'animal. Et donc chez l'animal, bien évidemment, c'est uniquement par sérologie. Oui. Karine, on n'entend plus ta réponse. C'est que je disais rien. Non, non, ce que je disais, c'est que bon, ben voilà, c'est quand même très récent. Et donc, bah voilà, il y a maintenant tout un front de recherche qui est en cours de développement sur tous ces aspects-là.